Chers membres de l'Académie de comptabilité, chers membres du Centre de profession financière et chers amis, merci d'être avec nous ce matin. On a la chance d'avoir Patrick de Cambourg, vous savez, qui est président de l'autorité des normes comptables, président de l'EFRAG Lab, qui est aussi notre collègue à l'Académie. Avant de commencer, en attendant peut-être que les uns et les autres nous rejoignent, quelques mots rapides des travaux de notre académie en 2020. Dans cette période un peu compliquée, il nous semblait important de suivre les besoins de fonds propres des petites et moyennes entreprises. Donc, nous avons constitué un groupe de travail pour essayer de produire, de progresser sur ce sujet, qui a sorti un rapport qui a eu je crois, qu'on a diffusé, qui a eu un certain écho. Et à la suite de ça, plusieurs de nos collègues de l'Académie ont participé à différents groupes de place sur ce thème. C'est un sujet qu'on continuera à approfondir. Beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres groupes sont emparés, mais donc voilà notre part. On a aussi poursuivi un certain nombre de petit déjeuner dans la forme adaptée à la période, plutôt en visioconférence. On a eu la chance d'avoir notre collègue Dominique Grabert sur 10 ans de réforme bancaire en Europe. On a eu aussi le grand privilège d'avoir Gérard Ramex qui nous a fait un point des missions et de l'activité de la haute autorité juridique de la place financière de Paris qu'il préside. Donc, à chaque fois, on a eu beaucoup de monde. On a eu la chance aussi, en liaison avec le Centre des professions financières et avec nos amis du World Pension Council, de travailler comment dirais-je, au colloque qui a été organisé le 15 décembre dernier sur les retraites en France. Alors, c'est le 8e colloque qu'on organise sur ce sujet, le 4e avec nos amis de World Pension, que je veux saluer plus particulièrement ici. Donc, un bonjour amical à Nicolas Fiersley, à Vincent Vazy, un bonjour et des remerciements plus particuliers à Olivier Charousset, parce que c'est grâce à lui que ce matin, on se voit et on s'entend. C'est grâce à lui que ça va à nouveau très bien se dérouler. Alors, grand merci. On a démarré l'année avec déjà une programmation assez riche. Maya Attig, qui est directrice générale de la Fédération bancaire française, nous a fait un point du contexte des banques aujourd'hui, et là aussi beaucoup de monde et beaucoup de succès. Alors, le sujet de ce matin, on est tout à fait au cœur de l'actualité. Peut-être vais-je commencer à rentrer directement dans le jeu. Mon cher Patrick, on attend, je vois encore quelques personnes. On ne te présente pas, mais néanmoins, tu me permettrais peut-être quelques mots. L'EFRAG Lab a été chargé par la Commission européenne de faire des travaux préparatoires sur un sujet que tu connais et de remettre un rapport sur les normes d'information comptable extra-financière. Tu vas le présenter très prochainement, je crois, dès la semaine prochaine à la Commission européenne. Et bon, ce matin, on est quand même très heureux, très honoré de découvrir les conclusions de ce rapport tout à fait en primeur. Pour comprendre un peu le contexte, sous ton contrôle, l'EFRAG, dans une responsabilité élargie, finalement, a été chargé de cette importante mission de préparation. C'est un enjeu majeur pour la Commission européenne. Et l'EFRAG, dans sa grande sagesse, t'a donné la présidence de l'EFRAG Lab pour faire aboutir ce travail. Moi, je m'en félicite à plus d'un titre. Bon, c'est un choix
c'est un choix heureux. Président de l'autorité des normes comptables, tu connais particulièrement bien le sujet, bien sûr. Et puis, tu es l'ancien président, et chacun le sait, du groupe Mazars, où tu as fait toute ta carrière et à qui tu as donné sa stature, sa grande dimension internationale. Moi, je note aussi que tu as bonne connaissance des entreprises et des différentes autorités comptables. Et si tu le permets, des talents diplomatiques reconnus et ton caractère déterminé te destinait à ces fonctions. Donc, je m'en réjouis pas particulièrement. Et tu étais illustré aussi clairement sur ce sujet par 2 rapports majeurs que tu avais remis à Bercy. Il nous avait déjà montré ta conviction de faire de la France, de l'Europe. Et je reprenais un terme qui a été cité à plusieurs reprises, et c'est une ambition, la terre d'élection de l'information extra-financière. Mon cher Patrick, j'ai le plaisir de te passer, le plaisir qui va être partagé par tous nos amis, j'en suis certain, de te passer la parole. Patrick, c'est à toi. Pierre vient de dire à tout à fait juste titre que la semaine prochaine, la task force de l'EFRAG que je préside va remettre son rapport à la commission. Ce sera donc le vendredi 19. Nous avons d'ailleurs obtenu un délai, demandé, et nous avons facilement obtenu un petit délai par rapport à la date initiale prévue qui était le 31 janvier, car nous avons fait des réunions en Europe, 7 réunions pour présenter nos premières orientations, qui étaient celles que nous avions arrêtées début janvier. Donc, il y avait encore un peu de travail à faire, mais nous voulions néanmoins, selon les bons processus européens, partager avec les communautés principales au sein de l'Europe. Donc, nous avons organisé 7 événements. Et à notre surprise, et surprise très positive, nous avons eu plus de 4000 participants, dont 4000 enregistrés et plus de 3000 participants qui sont restés, selon nos statistiques, pratiquement du début jusqu'à la fin d'événements qui duraient 3 heures. Et donc, ceci nous a donné beaucoup d'indications sur les sensibilités qui se faisaient jour. Et donc, nous avons suggéré à la commission de décaler un peu pour que nous puissions bien, je dirais, faire miel de tout cela et essayer justement de coller au mieux aux sensibilités qui s'expriment en Europe, et en tout cas de répondre aux différentes interrogations ou parfois suggestions qui nous avaient été faites pendant ces événements de consultation. La France est venue en second rang avec 600 inscrits, après l'Espagne où il y avait plus de 1000 inscrits. Nous avons eu dans ces événements la ministre espagnole, nous avons eu aussi la secrétaire d'État en France, Olivia Grégoire, pour faire les mots d'introduction. Donc tout cela montre l'importance du sujet, s'il en était besoin. Alors, permettez-moi d'emblée de partager une observation et une conviction qui n'est probablement plus une prédiction. L'observation qui rejoint une conviction personnelle, c'est que la communication de l'entreprise à destination des tiers est appelée à marcher sur 2 jambes. Une jambe que l'on connaît bien, qui est peut-être à certains égards très musclée, trop musclée peut-être, surcharpentée, qui est la communication financière, donc l'information financière. Nous la connaissons bien, elle a mis du temps pour s'installer dans parfois la douleur, puisque les options conceptuelles qui président à l'élaboration de cette information peuvent être toujours discutées. Mais aujourd'hui, il est vrai que l'on a en Europe et dans le monde
deux langages qui sont bien connus, le langage IFRS et le langage US GAAP, qui ne sont pas si éloignés que ça, même s'il y a quand même pas mal de différences. La gouvernance de tout ça est complexe. Depuis 6 ans, je baigne dans ce petit microcosme. Mais l'objet n'est pas d'en décrire aujourd'hui les complexités des complexités. Donc, cette jambe de l'information financière est très, très, très mature, dirait-on, en franglais et en français aussi d'ailleurs. La seconde jambe, c'est celle de l'information extra-financière, que dans le jargon européen, on propose d'appeler Sustainability Reporting, c'est-à-dire l'information de développement durable ou de soutenabilité. Pas très beau en français, mais bon, on trouvera certainement le terme qui va bien. Cette deuxième jambe, elle prend de plus en plus d'importance. Les analystes nous le disent depuis d'assez nombreuses années. Avant, c'était les universitaires. Aujourd'hui, la mesure de l'entreprise ne prend en compte que, dit-on, pour disons, environ 50% des facteurs strictement financiers, mais et ça varie selon le secteur, mais pour d'autres secteurs, des éléments extra-financiers extrêmement importants. Ceci vient d'ailleurs des limites inhérentes à l'information financière qui ne comptabilise les passifs que lorsqu'il y a des obligations et qui comptabilise des actifs que quand il y a contrôle des flux qui vont être générés. Donc tout ça rend les bilans, je dirais, significatifs, mais avec des limites importantes. Et le mouvement que l'on observe depuis un certain nombre d'années, à titre anecdotique, dans mes précédentes fonctions, j'avais sponsorisé la publication de 2 livres il y a 20 ans. Et ces livres, j'étais persuadé de leur intérêt. Ils avaient trouvé un succès d'estime, mais n'avaient pas fait souche. Il faut du temps pour que les idées s'installent. Et ces idées sont aujourd'hui en train elles ont fait plus que souche. Elles sont aujourd'hui à l'œuvre. Donc, la conviction, c'est que l'on va vers cette information qui marche sur 2 jambes, structurée. Et la question, c'est de savoir combien de temps faut-il, pour donner à la deuxième jambe une structure comparable et une valeur équivalente à celle de la jambe financière. Donc, c'est ce que, maintenant peut-être un petit mot d'historique. Depuis que je suis président de l'autorité des normes comptables, j'ai insisté auprès de mes interlocuteurs à Bercy et du ministre en lui disant que je pensais qu'il fallait absolument se pencher sur cette question clé, sur laquelle d'ailleurs la France est souvent pionnière, avec des initiatives qui mériteraient d'être placées dans un cadre sans doute plus cohérent et certainement dans le cadre européen. Donc ça n'est pas une critique, c'est simplement la marque des précurseurs. Donc, je répétais à l'envi qu'il était important que l'on se penche sur cette question de l'extra-financier. Et le ministre, fin 2018, m'a entre guillemets pris au mot et m'a demandé de lui faire rapport sur l'état des lieux et la manière d'avancer. Donc j'ai produit un rapport. Généralement, on est relativement prudent sur le sort de ces rapports qui suivent souvent un classement que l'on appelle vertical. Et à ma surprise, il n'en a rien été. Au contraire, du coup, j'ai été appelé à partager, à revoir beaucoup des personnes que j'avais vues. J'en ai vu 250 pour faire ce rapport. J'ai revu les mêmes plus d'autres, et de façon absolument récurrente. J'avais dans ce cadre rencontré la Commission européenne qui m'avait indiqué que les vues que je présentais
était, je reprends leurs termes, congruente avec celle que la commission précédente, à l'époque, avait. Donc, les discussions se sont installées à l'été 2019 sur comment avancer. Et au rythme classique de l'Europe, il a fallu, après les élections européennes de 2019, il a fallu attendre la constitution de la commission, qui, comme vous le savez, a pris un mois de retard, et donc qui a été installée en décembre 2019. Et j'ai à ce moment-là suggéré à la commission, je n'étais pas le seul, qu'il était temps de passer aux choses sérieuses sur le côté de l'information extra-financière, parce qu'il y a énormément de politiques qui ont trait au développement durable et qui, d'une façon générale, manquent de données. Donc c'est toujours la même chose. Si vous voulez, quand on fait une politique ambitieuse, si on la fonde sur des données qui sont très disparates et de pauvre qualité, on est en fort risque de rater l'objectif politique. Voilà, il faut se doter d'un système d'information de qualité. Et donc, j'insistais lourdement en disant, faites attention, faisons attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, fixons un objectif, mais si on n'a pas de carburant et si on n'a pas le tableau de bord de la voiture, la probabilité d'atteindre la destination est relativement aléatoire. Je voulais dire combien, d'abord, je vous étais reconnaissant d'assister si nombreux à cette réunion. C'est une réunion de notre Centre des professions financières, comme nous avons souhaité les maintenir pendant cette période de Covid. Merci donc d'être venus si nombreux. Cher Patrick, merci à vous d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté de nous faire partager vos réflexions sur le dossier stratégique que vous allez présenter très prochainement à la Commission européenne. Celle-ci a confié en effet à l'EFRAG une mission préparatoire afin de créer un référentiel commun pour les informations extra-financières. L'EFRAG est en charge de l'homologation des normes comptables européennes. Il est présidé depuis 2016 par Jean-Paul Gauzès, dont chacun connaît la détermination, le talent à faire avancer les sujets importants et le sens politique. Il est parmi nous ce matin et je le remercie de sa présence. L'EFRAG a créé un groupe de travail, la Task Force du Corporate Reporting Lab. C'est vous, mon cher Patrick, qui en dirigez les travaux et qui en présenterez les conclusions à la Commission européenne. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et également en droit public et droit des affaires, titulaire d'une licence ès-lettres, vous avez effectué toute votre carrière dans la même société, le groupe Mazars, et vous y avez gravi tous les échelons à partir de 1974 jusqu'à devenir président directeur général en 1983, puis président du conseil d'administration de la Société internationale nouvellement créée en 1995 et président du conseil de surveillance en 2012. Depuis 2014, vous en êtes président d'honneur. Votre connaissance concrète des besoins des utilisateurs de la comptabilité est un atout précieux. Votre participation à de nombreux groupes de travail et à diverses instances et votre bonne connaissance des sujets et parties prenantes des enjeux vous ont naturellement désigné en 2015 pour devenir le président de l'autorité des normes comptables. À ce titre, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'EFRAG, membre du forum des principaux normalisateurs comptables de l'IASB, membre du collège de l'AMF, de la CPR, du Haut Conseil de stabilité financière et de l'Académie de comptabilité. Sous votre conduite, les états généraux de la recherche comptable sont devenus des références par la pertinence des sujets retenus, la qualité des interventions et des papiers de recherche connus. La 9e édition de comptabilité de long terme et la 10e édition
comptabilité et crise en sont les illustrations les plus récentes. Elles montrent bien l'importance des défis auxquels la comptabilité est confrontée et l'importance des travaux que vous animez. Comme l'Académie de comptabilité, le Centre des professions financières et son club des investisseurs de long terme, que préside Jean-Pierre Moreau, suit ces sujets avec un grand intérêt. La France souhaite particulièrement avancer sur le sujet ambitieux que que vous nous présentez. Olivier Grégoire, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie chargé de l'économie sociale et responsable, déclarait en décembre dernier à Bercy que plus qu'un sujet technique, c'est un sujet éminemment politique de souveraineté européenne. C'est un enjeu majeur pour l'Europe qui entend garder sa souveraineté en matière d'ESG avec tout ce que cela implique. La France doit composer avec ses voisins européens. Les implications sont multiples et complexes et vous êtes en train de nous permettre de mieux les cerner. Merci encore de votre participation. Pardon à vous et à toute l'assistance du décalage qu'il m'a fallu pour faire cette présentation. Et je suis très heureux de pouvoir continuer à vous écouter. Je vous rends la parole. Merci. Donc, je vous expliquais qu'après la constitution de la commission en décembre 2019 et les axes politiques qui ont été présentés en décembre 2019, la question de la donnée extra-financière pour fonder les politiques multiples de développement durable qui se font jour et aussi pour faire écho à ce besoin absolument fondamental de cette deuxième jambe de la communication des entreprises que je me permettais d'évoquer en introduction. Le commissaire, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis, fin janvier, et il l'a confirmé en février, a indiqué trois choses. Il a dit d'une part, la directive qui a été adoptée en 2014 et qui est mise en œuvre depuis 2017-2018 n'est pas suffisante car elle fixe des grands principes mais elle ne crée pas du tout un terrain de comparabilité, voire de qualité. Donc il faut, ce qui est peu fréquent, quelques années seulement après son adoption, la réviser assez fondamentalement. Première déclaration. Deuxième déclaration, qui était essentielle et qui venait un tout petit peu des constats qui avaient été faits, notamment dans mon rapport, mais pas seulement, le rapport que j'avais remis à Bruno Le Maire. La deuxième chose, c'est que un texte de niveau législatif de ce type ne peut fonctionner que s'il s'appuie sur des normes de densité et de qualité internationale. À défaut, on laisse trop de champ aux interprétations, aux options, à la diversité, et on perpétue la confusion qui aujourd'hui préside à ce que l'on peut, à la situation que l'on observe. Et troisièmement, il a dit, pour cela, il faut envisager un normalisateur et à la fois pour conduire un travail préparatoire sur la normalisation et pour réfléchir sur la gouvernance du normalisateur, je vais confier deux missions. L'une à une task force de l'EFRAG pour le travail préparatoire et l'autre, à titre personnel, à Jean-Paul Gauzès, en sa qualité de président de l'EFRAG, mais aussi d'ancien parlementaire chevronné européen. Ce qui a été fait avec un peu de retard, parce qu'entre-temps est arrivée la pandémie, et donc ceci a été lancé dans le courant du mois de juin. Après les processus habituels d'appel à candidature divers et variés, etc., je passe sur les détails. La task force que j'anime a commencé ses travaux mi-septembre.
avec un objectif donc pour fin janvier qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, a été décalé de quelques semaines pour remise le 19 février en raison de l'importance de la participation aux 7 événements que nous avons organisés en Europe dans le courant du mois de janvier sur 10 jours pour consulter, échanger avec les différentes communautés intéressés par ce sujet. Et je peux vous dire, comme je le redis pour le président Pébro, nous avons eu plus de 3000 participants avec 4000 inscrits, ce qui est un taux de présence de 75%, ce qui est énorme. Et donc, nous avons été très... Ceci démontre une dynamique très forte. Donc, cette task force œuvre donc depuis plus de 4 mois, 35 membres, plus 9 représentants des principales institutions publiques européennes concernées, ESMA, EBA, EIOPA, BCE, etc. Et donc, tout ceci dans un cadre virtuel, c'est-à-dire en visioconférence. Nous n'avons jamais eu de réunion physique. Donc, Dieu soit loué, nous n'avons pas eu, ou peu, les problèmes techniques que nous avons eu ce matin, ce qui nous permet nous avons tenu 13 plénières, nous aurons tenu, lundi prochain, puisque c'est la dernière, 13 réunions plénières de 2 fois 2h30, avec ce nombre de participants, sans compter les personnes qui nous assistent et les gens de la commission. Donc, ce sont des réunions à 50 ou 60, qu'il faut tenir d'ailleurs d'une façon relativement disciplinée parce que en virtuel, c'est relativement compliqué. Mais nous y sommes arrivés, je pense. Nous avons remis, il y a d'ores et déjà 2 documents publics avant le rapport lui-même. Il y a eu un rapport d'étape qui a été remis début novembre à la Commission, qui est très court et qui est disponible sur le site de l'EFRAG, et qui résultait de nos principaux constats lors de la phase d'état des lieux, puisque nous avons commencé par une phase d'état des lieux. Et il y a un deuxième document qui est le document que nous avons préparé en vue de ces événements de consultation des communautés européennes, des différentes communautés européennes en Europe, qui a été mis sur le site de l'EFRAG à la fin de la première semaine de janvier et qui reflétait notre état de pensée à cette date. Il a encore évolué, notamment sur les priorités et sur la manière d'avancer, parce que nous avons voulu donner matière à réflexion aux gens qui allaient participer à ces événements sans néanmoins avoir totalement terminé. Donc, c'est ce processus qui va s'achever la semaine prochaine. Je suis en pleine rédaction des dernières avec les collaborateurs que j'ai réussi à réunir. D'ailleurs, je précise que en dehors des 35 membres plus 9 participants qui ont travaillé, ils avaient une obligation de travailler 2 jours par semaine pour la task force sur 5 mois. C'est beaucoup pour des professionnels qui ont d'autres fonctions et qui interviennent à titre bénévole. J'avais considéré qu'il était impossible d'avancer sans avoir un secrétariat de grande qualité. Et donc, je me suis tourné vers les acteurs de la place que je connais bien, dont une maison que vous connaissez bien, Monsieur le Président. Et j'ai réussi à réunir une dizaine de personnes en équivalent temps plein qui contribuent au suivi, à l'organisation, à la formalisation des conclusions de tous les sous-groupes de travail que nous avons organisés. Donc c'était une tâche, sans cette structure un peu militaire, je pense, et une équipe centrale de ce qu'on appelle un project management office, on aurait sans doute, moi j'y serais certainement pas arrivé. Donc sur ces bases, quels sont les grands éléments de conclusion? Le premier élément de conclusion,
c'est celui du constat, c'est que j'ai déjà évoqué très rapidement, c'est-à-dire que nous sommes dans un panorama extrêmement confus aujourd'hui et les entreprises qui, soit par obligation, soit par inclination, développent ce reporting, ce sustainability reporting, sous l'ombrelle, la directive actuelle, ne savent pas très bien à quel sein se vouer. Donc, on assiste à des efforts très nombreux. Il y a un manque considérable de comparabilité, de pertinence de l'information et pertinence, cela veut dire que l'information soit adaptée au but recherché et aussi un manque de qualité, puisque je vous rappelle que dans le cas de la NFRD actuelle, qui va donc être révisée, et le projet sera déposé sur la table du Collège des commissaires fin mars pour une décision des commissaires sur la première moitié d'avril. Sous l'emprise de cette directive actuelle, il n'y a pas d'obligation de vérification externe du tout. Celle-ci a été choisie par 3 pays, la France, l'Italie et l'Espagne, mais les autres pays se bornent à un simple contrôle de présence du document, ce qui évidemment est particulièrement superficiel. Et donc tout le monde constate, je dirais quasi unanimement, qu'aujourd'hui, sous une pression très très forte, un besoin qui s'affirme de plus en plus, aujourd'hui, on ne répond pas aux attentes des uns comme des autres. J'ajoute que avant que vous n'arriviez, Président, je disais que la Commission européenne, parfois, par volontarisme politique, peut mettre la charrue un peu avant les bœufs. C'est-à-dire que déterminer un objectif politique, mais ne pas avoir les moyens des systèmes d'information pour nourrir avec de la donnée de qualité les décisions et le suivi des décisions est évidemment un handicap considérable. Et donc, pour aller plus loin, la Commission a pris des mesures très importantes dans le domaine de ce qu'on appelle la finance durable. Et donc, je m'en suis entretenu souvent avec Éric Pinon, ici présent. Quand on demande aux entreprises de la gestion d'actifs de faire de donner des indications sur la manière dont ils gèrent leur portefeuille, leurs activités d'investissement ou voire de financement pour les banques, c'est très compliqué puisque la donnée de base chez les émetteurs ou les entreprises en général est disparate, voire absente. Hein, je rappelle que aujourd'hui, la directive ne vise que les entreprises cotées de plus de 500 personnes. Enfin, je prends un des 3 critères. Donc, c'est pas toutes les grandes entreprises. Et quand on travaille sur du private equity, quand on travaille sur, quand on fait des prêts à l'économie en général, on est un peu démuni. Donc, il y a une situation paradoxale qui est de dire il y a un appel général à l'information financière, il y a à l'information non financière, il y a un besoin complémentaire lié au levier que l'on active de la finance durable, d'information, et cette information n'est pas de qualité. Donc, ce constat est généralement partagé. Et ça conduit à peut-être une observation. La deuxième zone de partage avec vous aujourd'hui, c'est de bien comprendre les acteurs qui sont en présence.
président Pébro est particulièrement familier. Dans le domaine de la normalisation, en tout cas financière, il y a eu une sorte de prédominance d'un courant dominant dont il est difficile d'infléchir les convictions, et il faut beaucoup d'énergie. Je suis bien placé pour le savoir, pour arriver à faire prévaloir certaines visions européennes, continentales, ou certaines préoccupations économiques ou financières, ou pour modérer, heureusement, je pense qu'on y est arrivé à peu près, modérer les enthousiasmes vis-à-vis de la fair value, etc., etc., etc. Donc sur le côté financier, il y a une sorte de situation qui a conduit à un langage qui aujourd'hui est à peu près stabilisé, qui a ses défauts, mais qui émane quand même d'un courant dominant. Pour l'information extra-financière, la situation n'est pas du tout la même, parce que nous avons en fait une zone qui se place en position de précurseur, d'innovateur, c'est l'Union européenne. Et nous avons aussi une communauté extrêmement vivante d'experts, de dirigeants engagés, de régulateurs intéressés et proactifs. Et donc, le terrain est d'une extrême richesse. Et donc, la logique est que l'Union européenne soit aux avant-postes dans ce domaine. Ce qui trouble fortement le courant dominant que j'évoquais par ailleurs, qui verrait bien, d'une certaine manière, son quasi-monopole s'étendre à ce domaine nouveau, à cette deuxième jambe de l'information des entreprises. Et donc, les initiatives européennes, c'est ce qui a valu d'ailleurs le fait que j'ai été invité à peu près partout à venir parler de mon rapport à Bruno Le Maire, parce que quelque part, ça a interrogé, comme on dit en mauvais français, ça a interrogé un tout petit peu des gens qui disent comment ça, quoi. Il y a des possibilités de conception autres que les nôtres. Bon, je le dis gentiment parce que je les connais tous très bien, et nous savons comment il faut parler dans ces milieux-là. Donc, en étant soi-même et en gardant son cap. Et donc, il y a eu un élément de surprise. Et il y a des éléments de réaction. Donc, aujourd'hui, nous avons un panorama qui est partagé entre, d'une part, une Europe qui avance parfois à son rythme, c'est-à-dire de temps en temps avec des moments de panne de dynamique ou de complexité politique pour mettre un peu plus d'élan à tout cela, mais qui avance un peu à la vitesse d'un diesel, et qui a des ambitions que j'évoquerai dans un instant, et de l'autre côté des acteurs issus du courant que j'évoquais tout à l'heure, qui hésitent entre tenter de reprendre la main ou coopérer. Voilà. L'Union européenne ayant un avantage absolument considérable, c'est que c'est la première juridiction qui a dit que le reporting, le sustainability reporting, sera obligatoire selon des normes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres juridictions, à part quelques juridictions plus petites. Mais les États-Unis, évidemment, sous la précédente présidence, étaient très réservés sur toutes ces questions. La nouvelle présidence est certainement beaucoup plus intéressée, mais nous savons très bien que, par exemple, dans le domaine financier, ils n'ont pas renoncé à leur souveraineté, ils se sont engagés à essayer de converger, puis ça n'a pas marché, et ils ont aujourd'hui une sorte d'engagement moral, mais ça n'est rien de plus, de ne pas diverger. Donc,
Donc, les acteurs anglo-saxons, je vous les cite quand même parce c'est important de les connaître, pour ceux qui sont un peu moins familiers de la matière. Vous avez aujourd'hui le SASB, qui est un organisme qui est très actif, qui est financé par des grands spécialistes des médias principalement, engagés sur ce sujet, mais engagés d'une façon qui est conforme aussi à l'axe de communication qui est leur business model, leur modèle d'affaires. SASB a fait un coup fantastique en changeant juste une lettre à FASB. FASB, on est passé de Financial Accounting Standards Board à Sustainability Accounting Standards Board. On a mis un S. C'est un organisme privé qui est très bien géré et assez dynamique, qui est basé en Californie et qui offre une solution simple, mais uniquement sectorielle. C'est-à-dire que on a divisé l'économie en 11 grands secteurs, on les a subdivisés en 77 secteurs. On a réuni des groupes de travail pour déterminer ce qui était le plus clé dans une perspective de risque pour l'entreprise, risque financier pour l'entreprise venant de l'environnement durable, du développement durable et des risques associés. Et on leur a et sur cette base-là, on a déterminé en moyenne une grosse dizaine, 13 en moyenne, indicateurs pour chaque entité. Et du coup, ça semble être une solution parce qu'on sort déjà du niveau de l'entité pour monter à un niveau d'harmonisation qui est sectoriel. Donc, on part de la base et on monte. L'Europe fait l'inverse. Pense qu'il faut partir du général pour descendre au sectoriel et pour aller au niveau de l'entité pour les compléments nécessaires éventuels. Mais cette démarche marche parce qu'elle est simple. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui connaissent bien le sujet ne me contrediront pas, notamment Eric. Il y a une forte pression pour que SASB soit adopté par les émetteurs, notamment des grands investisseurs comme BlackRock ont déclaré dès l'année dernière et encore cette année que pour eux, c'était le point de passage obligé. Alors en sachant que sur les 13 indicateurs, donc un millier d'indicateurs pour 77 secteurs, il y en a à peu près 20-25% qui sont des questions de conformité à la réglementation américaine. C'est normal, c'est issu de ce contexte. Par exemple, dans les médias, on vous demandera quelle est la diversité ethnique de vos journalistes et d'expliquer combien vous avez de latinos, combien vous avez d'afro-américains et combien vous aviez d'asiatiques, ce qui en Europe serait inconcevable. Donc, c'est pas mauvais en soi, c'est intéressant, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'information extra-financière. Il faut aussi mentionner la Global Reporting Initiative, qui est très intéressante, mais qui peine un peu aujourd'hui parce qu'ils étaient très pionniers. Ils ont mis au point ce qui est devenu des standards il y a 4-5 ans, qui antérieurement étaient des guidelines, des lignes directrices, mais sans changement de fond. Ils ont mis ça au point il y a une dizaine d'années et ils ont fait un certain parcours. Et effectivement, c'est un premier état qui est intéressant et qui est tourné d'ailleurs vers une approche de la matérialité à deux sens. J'ouvre une parenthèse. Un élément clé en Europe, c'est que l'on considère qu'il y a pour cette information extra-financière ce qu'on appelle la double matérialité. C'est-à-dire les risques pour l'entreprise, que l'on appelle aussi outside in, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur et qui menacent l'entreprise. Aussi, ce sont des opportunités aussi, possiblement. Donc, c'est risks and opportunities. Et l'autre dimension de la matérialité, c'est-à-dire la matérialité sociale et environnementale, qui est les risques et aussi opportunités que l'entreprise peut avoir sur son environnement en général, son écosystème et toutes les parties prenantes. Et donc, cette double matérialité est un signe distinctif de la démarche en Europe. SASB, par exemple, ne s'intéresse pas à la deuxième branche.
Le GRI s'intéresse principalement à la deuxième branche, mais aussi à la première. Donc, tout ça est un monde en mutation qui bouge beaucoup, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une réflexion profonde qui est suscitée par la volonté d'avancée européenne chez ces acteurs, qui essaient de se regrouper, de se rapprocher. Le SASB a annoncé sa fusion, par exemple, avec l'International Integrated Reporting Council, l'IIRC, qui défend des principes de management intéressants comme l'intégration et la connectivité et le multicapital. C'est un tout petit peu les deux extrêmes du spectre de la normalisation possible, étant précisé que l'IRC n'est pas un normalisateur, mais plutôt un inspirateur de grandes idées et de grands principes, et qu'on voit bien qu'il y a une tentative de globalisation. Et le dernier point à ce niveau, c'est que la fondation IFRS s'est évidemment interrogée ou s'interroge, et elle a lancé une consultation qui a été clôturée le 31 décembre pour savoir s'il ne devrait pas jouer un rôle dans ce cadre-là. C'est-à-dire si on ne pourrait pas quelque part dupliquer, c'est leur point de vue, en tout cas c'est leur tentation, dupliquer ce qui a été fait pour les principes financiers sur les principes d'information extra-financière. La consultation, j'avais fait partie, il m'avait demandé de faire partie d'un groupe de conseil, d'un petit groupe de conseil pendant l'été pour examiner leur projet de consultation, ce que j'ai fait, et je leur ai dit, faites attention, la franchise que vous avez, la délégation que vous avez reçue aujourd'hui dans le domaine financier est une délégation que des pouvoirs publics vous ont donnée. Et cette délégation, il ne faut pas la menacer si vous voulez garder aujourd'hui le rôle qui est le vôtre. Et il faut faire attention parce que votre niveau de liaison avec les autorités politiques est quand même assez distendu. Donc, faites attention. Vous n'avez pas du tout la licence pour intervenir dans l'extra-financier. Donc, j'aurais dit, vous pouvez demander, faire une consultation publique, vous allez toujours trouver des gens qui vont trouver ça très très bien, mais il faut surtout aller parler aux juridictions pour leur dire, est-ce que la délégation que vous nous avez donnée, vous seriez prêt à nous la donner? Je connaissais la réponse. Hein. Bon. Et par ailleurs, seriez-vous prêt à changer votre gouvernance sur ces domaines qui sont très liés à des objectifs politiques assez juridictionnels, assez propres à chaque zone, et est-ce que vous pensez que vous allez avoir le financement pour le faire? Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de ressources, donc très bien, qui va être derrière? Est-ce que BlackRock va vous financer? Est-ce que Bloomberg va vous financer? Est-ce que l'Union européenne va vous financer? Est-ce que l'administration américaine va vous financer? Est-ce que les IOSCO ou l'AMF vont vous financer? Posez la question. Parce que pour avancer, il faut une structure, il faut des ressources, il faut des moyens, et il faut surtout une crédibilité politique. Et faites attention, j'aurais dit faites attention, en Europe, vous pourriez avoir une réaction en retour, parce qu'il y a des particularités très fortes en Europe, et il y a aussi un calendrier qui est très particulier. Donc, la vision globale ne peut pas être déterminée en dehors de l'Europe, avec l'idée que ce seront les Européens qui vont l'appliquer avant tout. Ce serait curieux. Et donc, néanmoins, ils ont lancé leur consultation après avoir clarifié certains points et on en attend les résultats. Je pense qu'ils attendent prudemment de savoir ce que l'Europe va faire avant de s'engager parce qu'ils ont un petit peu... Mais je pense qu'ils sont très tentés de dire, puisqu'on a bien réussi dans le domaine de l'information financière, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être quelque part le facilitateur d'une solution globale? L'Europe, à cet égard d'ailleurs, ne dit jamais qu'elle est contre le global. Mais là où je l'ai entendu plusieurs fois dans la bouche à la fois de la commissaire,
du précédent commissaire et de la commissaire actuelle en charge de FISMA, et des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints de ce département. L'Union européenne n'est pas du tout opposée, mais en revanche à la prétention, c'est pas le terme, mais pense avoir un vrai rôle à jouer, un vrai rôle moteur à jouer, et on dit de façon pudique que l'on va aller dans la co-construction et en prenant à bord ce qui existe peut-être après filtrage pour répondre au concept européen, et que par ailleurs on va offrir ça à la communauté internationale. Donc je ne suis pas sûr que passant devant les États membres, le Conseil ou devant le Parlement, une solution de délégation aurait la moindre chance, même si c'est le secret espoir de certains. Donc c'est ce à quoi j'œuvre en ce moment, c'est-à-dire d'essayer de démontrer qu'il y a des particularités, enfin de démontrer, parce que c'est pas très difficile, de démontrer qu'il y a une vraie dynamique européenne et des particularités très fortes en termes conceptuels, et que l'on va vers un monde où l'Europe, si elle ne trébuche pas, doit jouer l'un des premiers rôles, et que à tout le moins, ça ne se fera pas en dehors d'elle. Et au plus, l'Europe aura une avancée technique qu'elle partagera avec d'autres. Parce qu'il n'est pas totalement anodin de voir que, par exemple, la proposition d'avancer au niveau de la fondation IFRS est soutenue, par exemple, par les autorités politiques chinoises qui, entre parenthèses, dans le domaine comptable, ont choisi de converger en substance, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'adopter. Je n'ai pas regardé récemment la position des Japonais, mais comme les Japonais, par exemple, vis-à-vis des IFRS sont dans une position d'option, c'est-à-dire que les IFRS sont optionnels au Japon, évidemment, on sent bien que c'est pas le même niveau d'engagement. Et c'est une manière d'ailleurs de gérer les choses sur un temps différent. L'Europe est beaucoup plus déterminée, me semble-t-il. Donc, voilà pour les acteurs en présence. La position européenne, elle tient, comment dire, le rapport que je remets la semaine prochaine, en fait, fait 4 types de recommandations. La première, c'est que effectivement, la normalisation. Donc, ce travail est limité à la préparation technique des standards. Nous ne nous prononçons pas sur le niveau législatif. C'est déjà une petite difficulté parce que nous travaillons sur une cible mouvante puisque le cadre législatif est en cours d'élaboration. Évidemment, nous avons des contacts avec la Commission réguliers, donc nous savons à peu près où c'est en train vers quoi cela se dirige, mais ce n'est pas encore totalement gravé dans le marbre, en tout cas au niveau déjà de la proposition qui va être mise sur la table des commissaires. Donc nous tirons un peu sur une cible mouvante. La deuxième chose, c'est qu'on nous demande de ne pas anticiper par rapport au temps politique en recommandant tel ou tel standard ou tel ou tel indicateur. Donc nous sommes sur la voie étroite qui est ce qu'on appelle le travail préparatoire, ce qu'on a appelé le travail préparatoire à la normalisation. Notre premier bloc de rapport essaie justement de décrire tout ce qu'on a appelé les fondations d'un système qui est très propre à l'Union européenne. L'intégration des marchés financiers avait justifié sans doute une délégation parce qu'on était déjà dans une forme d'intégration et il était nécessaire d'avoir un langage commun dans l'Union européenne et nous n'avons pas eu à l'époque le courage de déterminer notre propre langage. Là, en l'occurrence, le degré d'intégration est moindre, les objectifs politiques sont tout à fait encore différents selon les grandes zones économiques. Donc nous démontrons qu'à la fois conceptuellement et politiquement, l'Europe, dans cette première partie, part de fondations qui sont très ancrées, très solides, et qui correspondent d'ailleurs à une vision du rôle de l'entreprise au sein de la société, qui est
avec tout ce qu'on a appelé les entreprises à mission, ces choses-là. Il y a énormément de caractéristiques. Je vous fais pas un long exposé. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est qu'il y a des concepts qui seront sans doute précisés au niveau des grands principes par la future directive, mais il y a des concepts très forts qui justement créent une jambe qui est une jambe d'information extra-financière qui est dans sa conception différente de celle de l'information financière. L'information financière, je l'ai dit en introduction, repose sur des concepts d'obligation, de contrôle, de périmètre de consolidation, etc. Les principaux points qu'il faut avoir en tête, s'il y a un point commun à avoir entre l'information extra-financière et l'information financière, c'est les critères de qualité de l'information. Là, sur ce point, il n'y a pas tellement de débat. C'est-à-dire qu'il faut faire monter d'un cran, de plusieurs crans même, la qualité de l'information extra-financière pour rejoindre la qualité, entre guillemets, de l'information financière. Là, il n'y a pas de débat. En revanche, il faut souligner la double matérialité que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est tout à fait un élément extrêmement disruptif par rapport à l'autre monde. Le deuxième, c'est qu'on se penche sur des niveaux d'informations qui visent à la fois le périmètre contrôlé, mais aussi les chaînes de valeur en amont et en aval, et en latéral avec les business partners. Et ça, c'est un domaine compliqué parce qu'on n'a pas le contrôle, on a de l'influence. L'influence est d'autant plus forte que l'on est proche, mais elle est aussi faible quand on est au troisième fournisseur du fournisseur ou dans l'utilisation du produit. Or ça, c'est une tendance extrêmement forte qui se manifeste d'ailleurs dans la finance durable, puisque on demande aujourd'hui aux institutions financières de faire des rapports sur leurs propres activités, le caractère, je dirais, orienté de leurs activités à travers ce que font les bénéficiaires des crédits ou des investissements. C'est une illustration, mais c'est une illustration seulement d'un problème plus large. Donc, il y a ce qu'on appelle le scope, le scope de l'information. Et puis, une autre différence qui est très, très importante, c'est qu'il est considéré généralement que l'information de développement durable ne doit pas tomber dans le travers de l'information financière actuelle, normée, c'est-à-dire de se limiter à sa dimension rétrospective. Et que donc l'information prospective a une valeur essentielle. Donc, comme vous le voyez, l'ambition est grande. Donc, la troisième partie de notre rapport décrit l'architecture cible, qui est évidemment relativement ambitieuse et qui combine et qui essaie d'établir ce à quoi ressemblerait un corpus de normes de l'Union européenne. Et la quatrième partie, c'est évidemment la feuille de route, c'est-à-dire comment peut-on faire un premier mouvement souhaité rapide, puisqu'on parle d'une mise en œuvre dès 2024 sur les comptes de 2023. Donc vous imaginez la bousculade, compte tenu du caractère un peu diesel que j'évoquais, des fonctionnements institutionnels que nous connaissons bien. Donc il faudrait travailler en parallèle, et c'est ça ce que nous soulignons. Dans un cadre de gouvernance qui n'est pas encore totalement stabilisé. Mais bon, après tout, ça s'est déjà fait, et si vous voulez, on n'attend pas, pour débarquer le 6 juin 44, on n'attend pas que tout soit prêt en séquence. On conduit des projets en parallèle et on espère qu'ils aboutissent le jour du débarquement, ce qui s'est passé. Donc, c'est l'idée de la construction en parallèle, avec un point très important, c'est que nous déclarons que nous ne sommes pas hostiles aux initiatives internationales, que nous voulons bien prendre à bord ce qui est conforme aux intérêts européens, après passage dans des filtres et selon des formulations qui sont compatibles avec la réglementation européenne, mais que nous sommes aussi tout à fait prêts
à co-construire avec les bonnes volontés, en sachant que nous partons d'un environnement obligatoire, alors que les bonnes volontés vont largement partir d'un environnement d'application volontaire, ce qui donne un avantage très fort aux joueurs qui s'appuient sur une réglementation, car, ce sera mon dernier mot, la légitimité est un élément décisif dans ce combat. Et bien sûr, nous essayons à la fois, alors un mot peut-être pour terminer pour les préparateurs, il y a deux tendances chez les émetteurs, chez les entreprises. La première tendance, c'est de dire « Ouh là là, pas trop vite, pas trop ». Mais dans le même temps, ils subissent des pressions considérables, ils remplissent des questionnaires tous les 4 matins de toute forme, parce que les agences de rating, les investisseurs leur posent des questions, etc. Ce qui d'ailleurs, compte tenu du caractère non public de ces échanges d'informations, pose beaucoup de problèmes, en fait, à vrai dire. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une sorte de difficulté à la fois gérer la pression que l'on reçoit et le rythme du changement au niveau de l'entreprise. Donc nous tenons la ligne qui consiste à dire, en créant un système cohérent européen, on va réduire la pression et on va la concentrer sur quelque chose de cohérent et avec la densité qui va bien. Et nous ferions différentes profondeurs, différentes couches de standards pour les différents sujets, en commençant par une couche plus relativement mince, sauf sur certains sujets qui sont prioritaires, et en faisant des trains d'amélioration du standard, ce qu'on a appelé Enhancement of Content Steps, où on approfondirait progressivement en ayant, si vous voulez, le millésime 2023, le millésime 2025, le millésime 2027, pour arriver progressivement sur un temps qui ne peut pas être comprimé sur 1 an ou 2, c'est pas possible, mais qui va demander 5 ou 6 ans, au moins, à une plateforme raisonnablement stable, raisonnablement, je dirais, en accord avec la cible. La première étape devant être néanmoins suffisamment significative pour créer le changement et le côté quantum leap, hein, saut quantique. Voilà. J'ai été un peu long, je suis désolé. Je m'arrête là parce que je pense qu'il y a... Non. Je pense que je peux, pour ceux qui le peuvent, je peux allonger un tout petit peu ma présence, mais pas au-delà de 10h15. Merci. Cher Patrick, mille merci. Je pense que nous avons un certain nombre de questions. J'en avais plusieurs qui avaient été posées par écrit, donc je vais leur donner peut-être la priorité. Je vais me tourner peut-être vers le président Pebro, s'il souhaitait nous dire un mot. Écoutez, cher Jean-Pierre, je suis vraiment enthousiasmé. Je trouve que Patrick répond parfaitement aux objectifs que nous pouvons nous fixer. Nous avons tous été traumatisés en matière de normes comptables par des évolutions qui étaient excessives, notamment au niveau de ce que l'on a appelé la full fair market value. Et donc, je dirais qu'en Europe, l'idée que nous prenions les devants sur les sujets de cette information non financière est une idée vraiment très importante. Donc, je dirais que ce qui est impressionnant dans la présentation de Patrick, c'est qu'il fait cela d'abord avec vraiment une ambition, l'ambition de mettre d'accord les Européens, et c'est précisément parce qu'on n'avait pas eu cette ambition sur les normes comptables et qu'on s'en était remis à un tiers qu'on a débouché sur une solution qui n'est pas satisfaisante d'aucun point de vue pour les Européens. Donc je dirais que l'ambition de mettre d'accord les Européens est une ambition fondamentale. Elle est en plus pragmatique, c'est-à-dire que si ceux qui réussissent à faire cela, c'est-à-dire les États qui réussissent à se mettre d'accord sur de telles normes,
ont une grande force pour ensuite la répandre à travers le monde. C'est ce que disait Patrick à la fin de son exposé. Il ne fait pas de doute que si l'on met en place une réglementation européenne en la matière, elle va être incontournable en termes de discussion de base pour faire progresser les choses. Donc, à la fois l'ambition, le pragmatisme et puis, si je puis dire, la volonté dans ce domaine de bien montrer l'originalité de l'Europe. Nous avons en effet une conception de l'entreprise qui est un peu différente de la conception des autres pays, comme c'est naturel, mais cette conception, c'est une conception qui est de plus en plus commune. Et le fait de pouvoir, en quelque sorte, dire qu'on a déjà, au niveau européen, réalisé un consensus international sur un sujet, c'est évidemment un gros atout pour les conclusions qui sont tirées de ce consensus international. Donc je dirais que l'exposé de Patrick a confirmé ce que nous savons tous de lui, c'est-à-dire que c'est un homme extraordinairement compétent, très volontariste, mais dans le même temps extrêmement avisé dans la démarche, c'est-à-dire prenant en compte naturellement par avance les oppositions qui peuvent se manifester et les intégrant en quelque sorte à sa réflexion. Donc je crois que dans ce domaine, grâce à Patrick, l'Europe est bien partie. Merci, Président, mais je reste quand même très prudent parce que vous savez, les équilibres politiques, et vous êtes un expert en la matière et beaucoup d'entre vous le sont aussi, sont parfois compliqués et on arrive à des compromis. On sort parfois avec des compromis qui ne sont pas tout à fait en ligne avec la dynamique que l'on souhaite. Mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on ne se battrait pas. C'est ça le point essentiel. Absolument. Patrick, mille merci. C'est un rappel de l'importance de ces enjeux européens. La dimension était technique, peut-être, mais je vois qu'elle a mobilisé beaucoup de monde, notamment ce matin pour t'écouter, déjà pour t'écouter toi, et aussi pour profiter, puisqu'on est au cœur de l'actualité, tu le rappelais tout à l'heure, tu feras ton rapport à la Commission européenne la semaine prochaine, ces informations un peu en primeur. Alors, moi j'ai pris plusieurs questions. Nous n'en retiendrons malheureusement qu'un certain nombre compte tenu du temps. Elsa Fornero, qui était avec nous, a dû nous quitter. Vous connaissiez la ministre italienne du Travail. Vous ne savez peut-être pas que Elsa est aussi vice-présidente de l'Observatoire de l'épargne européen, à côté de notre collègue Gérard Ramex, qui le préside et qui suit effectivement d'une manière, avec son œil très pro-européen, avec beaucoup d'intérêt nos travaux. Dans l'ordre, j'aimerais appeler et les représentants des analystes pour regarder les entreprises et leur point de vue, après peut-être les gérants et les investisseurs. Donc, je demanderai peut-être à Martine Léonard, qui à la SFAF est président de la commission extra-financière, de nous poser ces questions. Après, Président Pinault, mon cher Eric, au nom de l'AFG, je sais que tu as plusieurs questions aussi assez pointues. Et après, dans l'ordre, après, nous prendrons quelques autres questions. Pour les investisseurs, Sylvie Maléco, qui est notamment directeur général de la F2I. Je salue aussi son président, Hubert Rodari, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Aura d'autres questions, elles sont assez complémentaires. Après, j'ai beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'intérêt dans la période, mais peut-être si Martine est en ligne, pourrait-elle poser ses premières questions? Oui, bonjour à tous. Oui, je suis en ligne. Merci de me passer la parole. La SFAF a en particulier deux questions à vous poser, évidemment bien d'autres. Une question sur la double matérialité, qui évidemment est un concept qui nous est très cher. Avez-vous bien prévu de faire
émerger les éléments positifs de la double matérialité, c'est-à-dire les impacts positifs, ce qui me semble extrêmement important pour le développement des fonds à impact qui sont très chers à nos collègues français. Ceci est la première question. La deuxième question porte sur les piliers du reporting, le fameux E, S et G. Il y a eu au cours des échanges une très grande discussion sur le fait d'intégrer ou non un deuxième S portant sur le sociétal et qui là aussi pour intégrer le scope 3 est très important puisqu'il reflète l'ensemble de la chaîne de valeur. Quelle opinion semblerait se dessiner sur ces sujets? Alors, sur le premier point, les éléments positifs, évidemment, on a tendance à, si vous voulez, je dis parfois qu'il ne faut pas que la comptabilité financière soit perçue comme un élément punitif qui viendrait justement compléter un suroptimisme de la comptabilité financière qui serait trop à court terme. Alors, il y a une partie de tout cela qui est vrai, mais oui, je vous confirme que les éléments positifs de la matérialité dans le sens inside out, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, sont absolument pris en compte. J'ajoute qu'on va même un peu plus loin. Nous avons acquis la conviction, nous avons eu un dialogue, la task force, mais pour moi c'était confirmatoire, mais pour les membres, pour certains membres de ma task force qui sont peut-être pas dans la normalisation financière internationale, c'était pas évident. Nous avons vérifié auprès de l'IASB que l'IASB, en tant que pilier de l'information financière, des normes d'information financière, n'avait absolument aucune intention de changer sur tout ce qu'on appelle l'immatériel. C'est-à-dire ce que moi j'appelle l'inside in, c'est-à-dire les facteurs internes qui créent de la valeur, mais que la comptabilité financière ne reflète pas. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait changer les paradigmes de la comptabilité financière, parce que je pense que ça a un mérite, c'est une clarté, c'est sur le contrôle et sur les obligations, donc ça a au moins une valeur, si vous voulez, un peu de référence. Mais en revanche, je suis intimement convaincu que tout ce qu'on appelle des intangibles doit faire l'objet d'informations. Donc c'est à la fois l'inside in et l'inside out qui sont couverts. Et ça, c'est en accord avec d'ailleurs ce que la commission est en train de mettre dans son projet selon mes informations, qui est en accord aussi avec la consultation qui avait été conduite au printemps sur justement la révision de la NFR2. Et ça, pour moi, si vous voulez, ça met en valeur toute cette dimension des incorporels, de l'immatériel, qui est dans le fond un élément clé de la valorisation, de l'écart entre la valeur comptable, la valeur dans les livres et la valeur de marché. Alors, il y a beaucoup de facteurs en période d'abondance de liquidité, c'est tout ce qu'on veut, mais il est clair qu'il faut trouver non pas une explication arithmétique, mais des éléments d'explication. Et donc, nous avons inscrit, même si c'est difficile, notamment, nous avons invité dans des réunions Wiki, je ne sais pas si vous connaissez, ou l'Observatoire de l'immatériel en France, bien sûr, pour essayer de contribuer. Alors, c'est un peu, je dirais, embryonnaire encore, à mon avis, et très sectoriel, mais c'est une dimension intéressante. Sur E, S et G, le S, le terme social en anglais, couvre sociétal. Donc, c'est une mauvaise interprétation, pardonnez-moi, et une traduction, un faux ami. Quand on dit social, on veut dire sociétal. Et donc, nous incorporons bien évidemment sous le S la dimension sociétale. Et quant au G,
Nous pensons que le G doit couvrir non seulement la gouvernance, mais aussi les éléments. Alors, nous avons une réflexion sur la sémantique qui n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on met en dessous. Mais quand même, nous avons une réflexion pour savoir si le G n'est pas, en termes de symbole, trop restrictif. Parce que nous voudrions y mettre tout ce que, si vous voulez, si je réfléchis, on va prendre des analogies très génériques. Hein. Environnement, c'est planète. Social, c'est people. C'est la personne, la relation avec les individus et leurs représentants. Et le G, c'est tout ce que la personne morale génère en combinant les facteurs. Et ça va, bien sûr que la gouvernance y joue un rôle. La qualité de la gouvernance est un élément clé de la valeur de l'entreprise, mais ça va aussi sur l'organisation, sur l'innovation, sur la gestion des relations justement avec les parties prenantes. Donc une vision assez large du E, du S et du G. Mon cher Patrick, mille merci. Avant de passer la parole au président Pinon, qui est sur de nombreux fronts avec, c'est ce qui caractérise souvent les présidents, avec force, détermination, dynamisme et enthousiasme. Je voulais juste faire un petit rappel. Nous sommes enregistrés grâce à nos amis de World Pension qui, avec Zoom, nous permettent de communiquer aujourd'hui. D'ordinaire, nos petits déjeuners, je le rappelle, sont avec du café et des croissants, mais sont aussi sous la règle de Chatham House. Là, on s'était posé la question, et je repose la question à Patrick, compte tenu du sujet. Jean-Pierre, je n'ai rien à cacher. Pardon ? Je n'ai rien à cacher. Nous aurions ton autorisation de le mettre en ligne, tant au centre de profession. Le progrès ne se passe que s'il est installé dans une maison de verre. Très bien. Et alors, auprès de nos chers collègues, les 50 membres de l'Académie de comptabilité, de la même manière. OK. Oui. Je voulais préciser ça. Pardon, Eric. À toi. Oui, merci beaucoup. Un grand merci, comme l'a dit le président Pébro, à Patrick, qui a été très clair, très complet, ce qui fait que mes 4 questions en fait vont se réduire en une et demie. Tu as déjà en grande partie répondu, Patrick, et je sais, comme l'a dit le président Pébro, tes convictions, tes envies de faire, j'allais dire, gagner ce challenge européen, comme ça a été dit par le président Pébro, de faire gagner ce challenge collectif. Tu l'as évoqué, en tant que président des sociétés de gestion, nous avons travaillé à tes côtés pour que les émetteurs soient également, même si tu l'as dit poliment et tranquillement, peut-être un peu plus lents que nous l'avons été. Juste le sens de ma question est le suivant. Tu as parlé de classement vertical qui n'a pas eu lieu sur ton rapport et on en est très heureux. Par contre, tu l'as évoqué toi-même, le délai est souvent un peu trop long au niveau de la Commission européenne. Donc, je pose la question et à toi et peut-être à Jean-Paul Gauzès d'ailleurs, s'il est là, mais surtout à toi, sur cet avantage que nous avons, sur cette avance que nous avons, sur cette implication que nous avons. Comme vous le savez tous, la France sera présidente du Conseil au premier semestre 2022. Donc, est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée pour que cet avantage français que tu as largement défendu dans le rapport que tu as remis à Bruno Le Maire, dont nous avions parlé et dans lequel nous avions, au niveau de l'AFG d'ailleurs, un peu donné des idées, que vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de tous ces sujets-là, que cette normalisation, et comme l'a dit là de nouveau le président Pébro, les travaux en cours ont bien un objectif de publication d'indicateurs d'un référentiel commun. Commun, ça veut dire mondial, puisque comme tu viens de le rappeler, le E, c'est la planète, donc sauf à croire que les océans séparent les territoires des uns et les territoires des autres, les choses bougent. On a la chance que M. Biden ait remplacé M. Trump, sans politique aucune, mais sur ce sujet-là, il a donc redit qu'il se reliait aux accords dits de Paris. Moi, ma question est donc celle-là, Patrick, pour toi. Crois-tu ou penses-tu que
pour une fois, j'allais dire, si je peux me permettre de ça, et nous serons derrière vous tous, et nous sommes déjà derrière le gouvernement, j'en ai parlé directement d'ailleurs aux représentants et à l'Élysée et à Matignon, sur le fait que les sociétés de gestion sont heureuses de voir que ce besoin d'indicateurs fiables, communs et durables sont au bord de la publication et de la mise en place avec, et là je suis un peu primaire, je m'en excuse auprès de tout le monde, mais avec un avantage, c'est que peut-être ça éviterait de surenchérir ou de renchérir les coûts que certaines data, comme on dit dans le monde moderne, ont tendance par trop souvent. Alors, tu as parlé du SASB, on peut parler de pas mal de propositions internationales. Tu as été très discret sur l'origine de ces propositions, mais enfin, on sait bien qu'elles viennent souvent soit outre-Atlantique, soit outre-Manche maintenant, peut-être dans les mois qui viennent. Donc, la question qui est la nôtre et qui est la mienne, c'est est-ce qu'on va vite et très vite montrer que ce leadership que nous avons peut être universel et en tout état de cause utilisé par tous. Voilà ma question. Merci Patrick encore de cette très très belle présentation. Eric, comme tu le sais, je suis un adepte de la politique d'une vision servie par une progression chaque jour, 1 centimètre, 1 mètre, 1 kilomètre, mais tous les jours. Et par ailleurs, je suis aussi conscient comme on disait dans les versions latines autrefois, des embûches qui existent possibles. Donc, ce n'est pas un chemin facile, c'est une ligne de crête. Et le délai, tu l'as dit, je rédigeais ce matin de bonne heure justement les phrases de notre rapport sur l'urgence de lancer le standard setting. Sinon, nous serions dans une situation paradoxale. Moi, je crois que ce serait un grand échec européen, car déterminer des politiques, donner des obligations de reporting aux entreprises et les faire sur des normes qui n'auraient pas été élaborées par l'Europe, potentiellement avec d'autres, mais pour l'Europe, pour moi, ce serait la duplication, la réplication de ce que l'on a fait sur un domaine qui méritait moins de considération, je dirais, de différence entre les juridictions, puisqu'il y avait plus d'intégration. Et donc, ce serait se mettre au rythme des plus lents et ne pas du tout, au contraire, jouer le rôle très fort d'être l'un des moteurs de l'évolution complètement nécessaire. Et moi, je pense que les systèmes que l'on nous offre aujourd'hui, il n'y en a aucun sur l'étagère, on nous en promet. Les systèmes qui sont sur l'étagère sont soit totalement sectoriels et assez simples, soit assez anciens et génériques. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec ces personnes, mais en revanche, je ne vois pas comment on serait dans une politique d'homologation. Donc, si on va sur une politique d'homologation, à mon avis, ce sera un échec. Maintenant, il faut avoir conscience de la possibilité de l'échec pour réussir. Et donc, je suis personnellement très déterminé. Je répète à l'envi à mes interlocuteurs qu'une fois que le rapport est remis, une fois que la proposition législative est prête dans 1 mois, 1 mois et demi, il faut se mettre à la table à dessin. Hein, si on ne se met pas à la table à dessin, c'est pas la peine de se poser la question du reporting que l'on fera en 2024 sur 2023. Et à ce moment-là, si on ne se met pas dans ce calendrier-là, c'est pas la peine de demander, selon le règlement disclosure, de faire des choses de qualité dans le secteur qui t'est cher. Et donc, l'urgence est absolument essentielle. Alors, je crois qu'il y a une forte poussée. Évidemment, ceux en Europe qui sont plus spontanément globaux, plus spontanément tournés vers une forme de globalité, il y a des convictions profondes sur ce domaine-là, qui est un peu universaliste et un peu naïve. Et il y a aussi parfois des gens qui cherchent à ralentir le mouvement.
Donc, c'est la conscience, comme l'a dit le président Pébro, c'est la conscience de ces forces diverses qui doit nous conduire à essayer d'avancer. Mais nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Et je ne vous cache pas que, pour répondre à ta question, le délai est une chose, les ressources en sont une autre. Parce que les processus budgétaires en Europe sont absolument terribles, en lenteur. Quand je pose la question de savoir, OK, si on démarre, d'accord, si nous démarrons, admettons, mi-avril, pour essayer de rédiger des choses, quels sont les moyens qui sont donnés? Ah, alors là, déjà, la mâchoire tombe un peu, et donc il va falloir là aussi trouver les ressources de façon intelligente. Et je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que quand on sait que la standardisation européenne, c'est une question de, allez, 10 millions par an, un truc professionnel, quelque chose de professionnel, 10 millions par an, au regard des sommes qui sont aujourd'hui brassées pour la relance, c'est, pardonnez-moi, c'est anecdotique. Mon interlocuteur, directeur général de FISMA précédent, que certains d'entre vous connaissent, m'avait dit, Patrick, pocket money. Je dis, d'accord, sors ton chéquier. Et pour l'instant, nous sommes 1 an et demi plus tard, le chéquier n'est pas sorti. Donc, si vous voulez, il va bien falloir faire avec les moyens du bord, mais les moyens du bord, ce qui a été fait par la task force, à la force du poignet, si vous voulez, pendant 4 mois, ça ne tient pas sur la durée. Donc, il faudra, je me tournerai certainement vers vous tous, si d'aventure j'ai un petit rôle à jouer, pour voir comment on peut mobiliser les ressources nécessaires. Sinon, on n'avancera pas faute de carburant. Ok, un grand merci. Un grand merci. Patrick, tu as vu qu'on a respecté la parité en posant les questions. On va essayer de respecter aussi l'horaire. J'ai plusieurs questions. J'avais Géraldine Bénat, qui est responsable de la stratégie chez Crédit Agricole Assurance. Mais j'avais aussi inscrite parmi les premières, je ne sais pas si on peut prendre beaucoup d'autres questions, Sylvie Maléco, à qui j'aimerais passer la parole maintenant, peut-être pour, hélas, une dernière question, parce que nous sommes dans la limite du temps qui est bienvenu nous accorder et ce qui est très, très précieux. Sylvie, tu es avec nous? Alors, merci beaucoup, Monsieur de Cambourg, pour cette présentation. En fait, je me fais le relais de plusieurs institutionnels. On a un peu tous la même inquiétude et vous l'avez déjà évoqué, mais on a malheureusement des précédents qui peuvent nous inquiéter. Comment est-ce que l'Union européenne va être en mesure de promouvoir ces standards à l'échelle internationale? Que fait-on si seuls les pays de l'Union européenne adoptent cette comptabilité extra-financière? Et en fait, quelle garantie a-t-on que les autres pays vont adhérer, alors même que, et je relaye ce qu'ont posé comme question Olivier Rousseau et Jean-Bernard Roth, alors même qu'on s'est rendu compte que la quasi-totalité des acteurs de notation ESG sont passés sous contrôle ou sous pavillon américain et que quelque part aujourd'hui, on a perdu j'allais dire, cette suprématie initiale qu'on avait. Donc, que peut-on faire dans ce schéma où on est quand même, je comprends votre combat, mais on est quand même un peu isolé aujourd'hui dans cette démarche. Tout à fait, mais c'est la grandeur de ce débat. Vous savez, le problème, il est très très simple. Si les Européens ne comprennent pas que le marché de la donnée financière, sous une organisation, je dirais, privée, va passer de quelques centaines de millions de dollars à quelques milliards, et probablement avec un facteur multiplicateur de 10, on sait qui va payer. Hein, ce seront à la fois les émetteurs et les utilisateurs, parce que c'est ça le système. Donc, si on ne transforme pas la donnée extra-financière, c'est un point que je n'ai pas évoqué, en données publiques, d'accès, d'élaboration au plus près de la source, et d'accès public, comme c'est la tradition en Europe, mais où on a parfois du mal à comprendre ce mouvement et à le numériser, si on ne comprend pas ça, si vous voulez, bon, bah, peut-être qu'on ne gagnera pas le combat. J'ai la faiblesse de penser que le transfert des gens des agences de notation sous pavillon américain
C'est un élément, mais c'est pas l'élément c'est un élément qui n'est pas positif, mais c'est pas un élément qui est dirimant. Parce que, en fait, si la donnée est publique et de qualité, si elle est élaborée par les préparateurs, on enlève une partie extrêmement importante du rôle actuel des agrégateurs de données et des agences de notation, qui est en fait d'aller pêcher l'information et de la construire par des questionnaires. Donc, s'il n'y a plus de questionnaires, parce que c'est public et c'est disponible, à ce moment-là, ces gens-là se trouvent dans leur rôle qui est de servir le label, le scoring seulement, pas de créer la donnée et d'en faire un marché. Ils font un marché du scoring, pas un marché de la donnée. Et ça fait une énorme différence. Donc, quand on est au contrôle de la normalisation, on est au contrôle et de l'application par le biais des règlements délégués, des actes délégués. On est, à mon avis, on limite largement le risque. Et par ailleurs, on suscite l'éventuelle concurrence. Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez, aujourd'hui, on achète le scoring parce que les gens contrôlent la donnée. Si la donnée est publique, à ce moment-là, les entrants, comme on dit dans le marché, n'ont pas la barrière à l'entrée de la disponibilité de la donnée. Donc, je ne suis pas un ennemi du tout de tous ceux qui fonctionnent dans cette chose-là. Ce que je sais, c'est que la donnée est un bien public, à mon avis, en tout cas dans une démarche européenne, et que c'est un complément avec le Single Access Point qui est en cours de développement. Alors bon, tout ça c'est compliqué parfois au plan opérationnel, mais en tout cas l'idée, elle est celle-là. Et par ailleurs, j'ai la faiblesse de penser que le système européen, dans sa première version, répondra au moins aussi bien aux exigences des principaux investisseurs globaux que les systèmes qu'ils promeuvent. Je simplifie. Je suis diplomatique dans mon langage, mais je pense qu'il n'est pas très difficile, par exemple, d'offrir un minimum d'une grosse dizaine d'indicateurs sectoriels normés. Voilà. Et quant à l'application par les autres, si vous voulez, il y a deux solutions. Moi, je crois fortement à quelque chose de fondamental. Celui qui tient la plume a l'initiative. Donc, si nous tenons la plume, nous serons à l'initiative, nous serons à la manœuvre. Si nous ne tenons pas la plume, eh bien, nous accepterons que ceux qui ont la plume donneront forme au marché selon leurs convictions, leurs intérêts et leurs objectifs. Mon cher Patrick, mille merci. Je voulais remercier M. Patrick de Cambourg, président de l'autorité des normes comptables, en votre nom à tous déjà. On a tous apprécié la profondeur de ton analyse et de ta réflexion sur ce sujet que moi je trouve tout à fait fondamental, pas juste parce que je suis président de l'Académie de comptabilité. Moi, et la candeur de mes propos. Pardon? Et la candeur de mes propos. Alors, j'allais dire l'enthousiasme et la détermination, ça participe à la même chose. L'optimisme. À la grande qualité de ton intervention, qui je crois a été appréciée par chacun. Nous pensons particulièrement à toi aussi, nous pensons particulièrement à toi la semaine prochaine, lorsque tu vas remettre ce rapport qui est quand même une pierre angulaire complémentaire dans la construction de l'Europe, parce qu'elle a des dimensions très, très pratiques. Je voulais remercier aussi les équipes du centre. Je voulais remercier aussi tout particulièrement Mme Canto à l'Académie de comptabilité, parce qu'elle a eu un rôle très central dans l'organisation de cette matinée. Et puis très spécialement aussi mes amis du World Pension Council, parce que c'est avec eux, comme lors de la grande conférence sur les retraites de décembre, c'est avec eux que l'on a pu aboutir, que l'on a pu échanger, que j'ai pu vous voir et que, Président, on a pu vous entendre.
Merci encore à chacun. Merci pour vos questions. Mille excuses à ceux dont je n'ai pas pu transférer les questions. Je vous souhaite une bonne journée et puis dans la suite de nos programmes de travail, tant à l'Académie de comptabilité qu'au Centre de professions financières. Vous savez qu'on aura aussi encore prochainement de nombreuses choses pour vous réunir. Bonne journée. Merci à tous et je retourne à ma table de travail. Et j'applaudis Patrick. Bonne journée. Merci Patrick. Bon, alors c'est sympa parce qu'on voit aussi beaucoup d'autres camarades. Bonjour Jean-François, je sais que tu étais avec nous. Jean-François Petit. Te passer la parole par mille excuses. Je sais que Nicolas Fiersley, directeur général de World Pension, avait aussi des questions. Il m'aide beaucoup, il me supporte beaucoup dans mes différents travaux et je ne vais pas donner la parole. Mais bon, tu veux me dire un petit mot. En tout cas, je te remercie très grandement, mon cher Nicolas Fiersley, directeur général de World Pension. Merci, Président. Bravo de cette ténacité. Merci à vous, qui a permis de nous rejoindre. Merci et bravo. Je m'en suis vraiment réjoui. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.